Madame, Monsieur, c'est encore un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales et du développement durable. Cette émission va nous conduire aujourd'hui dans la province du Kasaï oriental, à Mbuji-Mayi, précisément où les habitants vivent en tout cas les effets des changements climatiques avec les fortes chaleurs qui s'abattent sur cette ville à cause bien sûr de l'absence des arbres ou des forêts dans les alentours de la ville, mais aussi les érosions qui menacent donc cette mégalopole. Et d'ailleurs, les autorités ont décidé de délocaliser la ville en construisant d'autres habitations à côté donc de la ville pour échapper à toute cette tête d'érosion. Notre équipe de reporters, nos envoyés spéciaux dans la ville de Mbuji-Mayi, Fanfan Makitou et Michel Wangi nous en diront plus dans cette émission. Et puis ici à Kinshasa, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a donc fait la restitution des travaux de la COP 25 ici à Kinshasa avec bien sûr quelques participants à ces assises de la COP 25. Nous aurons donc à vous donner les plus amples détails quant à ceux. Et puis nous aurons à terminer cette émission comme d'habitude par la rubrique événements à venir, les grands faits qui vont faire l'actualité environnementale à travers le monde, mais aussi quelques brèves dont la question du Bureau central de coordination qui devra donc être l'entité nationale accréditée au Fonds vert pour le climat. Voilà donc pour les sommaires, Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission. Les détails, c'est tout de suite. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Ainsi, je vous le disais dans le sommaire, Madame, Monsieur, la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental vit en tout cas ces effets néfastes du changement climatique avec les fortes chaleurs qui s'abattent sur la ville, bien sûr à cause du manque d'arbres ou de la forêt au sein même de cette ville ou aux alentours de la ville. Notre équipe de reporters a fait donc le constat de ces manques d'arbres, mais aussi de ces fortes chaleurs qui s'abattent sur la ville. Il y a également les constructions anarchiques partout dans la ville qui occasionnent la naissance de plusieurs têtes d'érosion où routes et habitations sont donc emportées à toute petite pluie qui tombe sur la ville. Et pour ce faire, les autorités provinciales envisagent même de créer une nouvelle ville qui va respecter les normes urbanistiques et épargner la population des calamités de tout genre. C'est le constat, comme nous le disions tantôt, fait par nos envoyés spéciaux dans la ville de Mbuji-Mayi, Fanfan Makitou et Michel Wangi, et nous donnent le détail dans ce reportage. Mbuji-Mayi, jadis connu sous l'appellation de capitale mondiale du diamant. Avec la cessation des activités de la MIBA, l'économie de la ville tourne au ralenti où l'informel domine, difficile pour les autorités locales de prélever à bon escient taxes ou impôts. Surtout qu'ici, au nom de l'état des droits, les impôts et taxes sont perçus comme antidémocratiques. Tobandara ko futa te mais tozo futa. Sauf que gouverneur na biso lobeli biso ke batika biso après un temps tokobanda ko futa toboité. Exemple quoi l'état. Dans la ville, les travaux de reconstruction sont lancés ça et là, comme ici à Mère Ostia où se concentrent les comptoirs d'achat et vente de diamants dans la commune de Bipemba. Tel que vous constatez ici où nous sommes avec vous, d'ailleurs nous nous retrouvons sur un ravin. Il y avait un grand ravin qui était ici, il fallait que nous puissions faire les travaux de sauvetage pour essayer de freiner la progression de ces ravins qui est en train d'aller vers les résidences de la population d'ici.
Alors, quelle est la conséquence de cette érosion par rapport à l'activité économique, par rapport à la population? C'est vraiment un manque à gagner parce que le quartier où nous sommes ici, il y a beaucoup de commerçants, de trafiquants, il y a une grande population de ces côtés dont la route était coupée, ils ne savaient quoi faire. Alors c'est pourquoi la population avait crié devant l'autorité pour essayer de faire quelque chose afin d'intervenir et éradiquer le ravin qui était ici. Alors c'est ce qui fait qu'on avait demandé à nous, l'OVD, de venir voir qu'est-ce qui pouvait être fait de manière à freiner, raison pour laquelle vous voyez que nous sommes avec vous, debout là où il y avait les grands ravins. Ce qui reste est que maintenant nous avons éradiqué les ravins, n'existent plus. Nous avons fait, comme vous voyez, l'ouvrage. Il nous faut continuer avec la progression de ces travaux de manière à rejoindre les caniveaux qui est devant là-bas pour que cette route, nous puissions remblayer les côtés qui restent ici avec le ravin. Nous devons remblayer et ramener la route, réouvrir de manière à ce que le trafic revienne. La route s'est coupée il y a combien de temps à peu près? Et ça fait beaucoup de temps que cette route est restée comme ça et la population était déjà désolée. Et maintenant que le gouvernement provincial a demandé que l'OVD puisse remettre la route, nous voici, nous sommes avec vous sur le site et vous voyez vous-même, la population est contente de ce qui est en train d'être fait. C'est pourquoi il faudrait que ça puisse continuer jusqu'à la fin pour qu'on ne puisse pas revenir sur la désolation qui existait. Alors si on mettait tous les moyens disponibles, mettre à la disposition de l'OVD, ça prendra combien de temps pour que les travaux arrivent jusqu'au terme de notre route? Nous sommes dans une période pluvieuse. Ce que nous faisons, c'est la lutte anti-érosive. Nous pouvons vous dire que nous le faisons dans une semaine et que la pluie arrive. Quand elle tombe, elle nous retarde un peu. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette lutte. Aujourd'hui, nous travaillons. Demain, la pluie arrive. Nous corrigeons ce que la pluie peut déranger et de manière à ce que cela puisse aller rapidement. C'est pourquoi nous, avec cette lutte-là, comme c'est pendant la période pluvieuse, vous voyez quelques pluies qui sont arrivées, vous voyez quelques terres qui sont là-bas, ça essaie un peu de retarder. C'est ce qui fait que nous sommes sûrs que si tout va bien et que les pluies ne sont pas là, on peut y aller rapidement. L'exécutif provincial prépare un projet pharaonique sur ces terrains de 29 hectares dans les quartiers Temkao sur la route de Miabi pour la construction d'une nouvelle cité. Je m'appelle ingénieur Kapaka Yamboko, chef de division provinciale de l'environnement et développement durable. Je suis très content que vous puissiez me poser cette question alors que je n'étais même pas consulté sur le plan réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un fléau qui est mondial. Mais au niveau du Congo, j'ai constaté, plus dernièrement j'étais au Katanga, j'étais au Bas-Congo, mais j'ai constaté qu'ici chez nous, au Kasaï oriental, il fait extrêmement chaud. Quand vous allez à Moneditu, à Kabinda, la température est autre que celle que nous avons ici. Alors je me suis posé beaucoup de questions et j'ai circulé le Kasaï oriental. J'ai constaté qu'effectivement, par manque de forêt, la forêt régénère l'oxygène. Alors, comme nous n'avons pas de forêt, normalement la température doit augmenter. Donc, solution, il faut reboiser. C'est ainsi que nous sommes en train de sensibiliser la population pour qu'on puisse reboiser. Parce que quand il y aura le reboisement avec la photosynthèse, il y aura beaucoup d'oxygène qui sera lancé sur le terrain pour un peu diminuer, atténuer la chaleur. Ça c'est un. Sur le plan géologique, puisque vous avez parlé de l'érosion, Kasaï oriental est complètement dominé par le sable. Le sable, d'une façon générale, ça représente 80% de toute la superficie du Kasaï oriental. Et en profondeur, la profondeur moyenne c'est jusqu'à 40 mètres en moyenne. Mais vous voyez, tout terrain dominé par le sable est vraiment érodable par l'eau de pluie. Alors, pour résister à tout ce qui est comme érosion, tout ce qui est comme ravin, il faut parler des ravins, il faut seulement l'intervention d'un génie civil adapté au type de sol que nous avons. C'est ainsi que pour Mbujimaï,
comme j'ai trouvé le papa en train de parler des collecteurs, vous allez trouver que Mbujimaï, la ville de Mbujimaï, la partie qui était bien urbanisée, c'est la partie de la Miba. Mais le reste, comme c'est une ville qu'on parle, une ville des 60, c'est jusqu'après l'indépendance, il y a eu la population qui est venue et qui a construit des maisons de sa manière. Maintenant, pour adapter un plan réel de la ville, ça a été un problème. Mais quelques rigoles qu'on a construits, qui essaient un peu de protéger, sont là, mais ces rigoles ne sont pas curées convenablement. Et puis il y a trop de constructions anarchiques en Mbujimaï. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Mbujimaï est visité par les érosions. Les routes sont coupées, les bonnes maisons tombent dans le ravin. Alors, ça demande effectivement une intervention de génie rural et qui peut bien réussir à cette situation qui fait des pleurs à toute la population de Kassai oriental. Voilà, nous vous avions proposé dans cette émission, si vous vous souvenez bien, de cet élément, d'un élément qui parlait donc de villes durables ou encore des villes écologiques avec des petits boisés qu'il faut donc créer au sein de la ville. Et la ville de Mbujimaï, qui n'a pas d'arbres en tout cas, est en train de vivre ces effets néfastes du changement climatique. Et il faut donc planter des arbres. C'est pourquoi nous disons toujours, il faut que chacun de nous, dans sa vie, puisse au moins planter un arbre, parce que l'arbre joue un rôle très important dans l'équilibre écologique. Revenons ici à Kinshasa pour vous proposer à présent l'élément sur la restitution de la COP 25 qui a eu lieu le mardi 25 février 2020. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo, a donc procédé à la restitution de ces travaux de la COP 25 après celle faite devant les membres du gouvernement lors de leur retour, en tout cas, de cette COP. De quoi il a été question au cours de ces assises? Regardez ce reportage commenté par Priska Sekana. Plus de 2 mois après, devant quelques participants de la COP25, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, a procédé à la seconde restitution de travaux de la COP25 après celle faite devant le membre du gouvernement. Objectif, avoir les avis de participants de la COP et ainsi préparer la prochaine COP26 de Glasgow, en Écosse. Ayant participé au segment ministériel de la COP25, Claude Nyamugabo a, au cours de la grande plénière, insisté sur la nécessité de doter le Fonds vert pour le climat des ressources financières nouvelles, additionnelles, adéquates et prévisibles afin de refléter les niveaux d'ambition élevés de l'action climatique de nos pays. Le ministre a rappelé l'engagement de la RDC à adopter des politiques et stratégies qui visent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui renforcent les capacités de résilience aux impacts de changement climatique dans le cadre de la mise en œuvre de sa contribution déterminée à l'échelle nationale. Parmi les retombées de la COP25, la RDC a été désignée présidente montante de la plateforme des pays en développement à haut couvert forestier et faible déforestation, y compris sa manifestation d'intérêt pour l'organisation en 2020 du 2e sommet de ces États. Au cours de cette séance de restitution, quelques participants à la COP25 sont intervenus sur les principales conclusions retenues lors de ces assises, entre autres sur les enjeux du marché carbone dans le cadre de l'article 6 de l'accord de Paris et les financements climatiques, le cadre d'action commune de Coronavia pour l'agriculture et les mécanismes internationaux des pertes-préjudices, les activités Rainforest et du genre, ou encore l'évaluation et bilan global de la participation de la RDC à la COP25, les enjeux de la COP26 de Glasgow et participation de la RDC. Il s'en est suivi les jeux de questions-réponses où les participants ont trouvé des réponses à leurs préoccupations majeures.
Les experts ont brièvement expliqué les quelques décisions de cette COP25 dont le 197 parties sont invités à des actions urgentes pour réduire l'écart entre les engagements et les objectifs de l'accord de Paris pour limiter les réchauffements climatiques. La COP25 appartient désormais au passé. Les regards sont donc tournés vers la COP26, peut-être avec plus d'engagement et de détermination pour le pays de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aimons notre pays, positivons, ne maudissons pas notre pays, d'où la diplomatie environnementale que nous voulons mener. Et nous avons l'avantage d'avoir le président de la République avec nous, parce que depuis qu'il est là, il n'a prononcé aucun discours dans lequel il n'a pas accordé une place de choix au secteur de l'environnement. On ne peut pas refuser de nous donner des financements, parce que nous sommes les premiers dépôts de tourbières dans le monde. Nous allons aller partout où l'on parle de nos biodiversités. Alors, c'était donc là la restitution des travaux de la COP25 par le ministre de l'Environnement et les participants qui ont donc été à la COP25 en décembre 2019. Place donc aux préparatifs de la COP26 qui va avoir lieu, comme vous l'avez d'ailleurs suivi dans ce reportage, à Glasgow en Écosse en décembre 2020 prochain. Quelques brèves avant de poursuivre avec cette émission. Dans quelques mois, en tout cas, le Bureau central de coordination BESECO pourrait devenir une entité nationale accréditée au Fonds vert pour le climat, FVC donc en sigle. Ce mécanisme de finances climatiques des Nations Unies, cela ressort de l'atelier de lancement des activités préparatoires du Bureau central de coordination BESECO dans le cadre de son accréditation au mécanisme du Fonds vert pour le climat. Ainsi, le BESECO servira de levier pour tous les autres pays de la sous-région quant à leur accès au financement du Fonds vert pour le climat. Une fois accrédité, le BESECO va donc jouer le rôle de l'entité accréditée nationale pour accompagner les projets à travers la République démocratique du Congo. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, dans les mécanismes du Fonds vert, on a estimé qu'il y a des pays qui peuvent accréditer directement à certains fonds pour renforcer ou refinancer, disons, des activités au niveau national auprès des gens qui n'ont pas de moyens de développer des projets. C'est le rôle que le Bureau central de coordination va jouer. Et enfin, le rôle du partenaire de mise en œuvre des activités préparatoires, c'est également ce que va jouer le Bureau central de coordination, comme l'a dit Hans Ndjamba, qui est autorité nationale désignée de la coordination nationale du Fonds vert pour le climat. Le Fonds vert pour le climat étant aujourd'hui un des mécanismes les plus ambitieux par rapport aux contributions de pays développés et autres pays volontaires, cela offre une opportunité à notre pays, la République démocratique du Congo, de pouvoir optimiser à travers des projets éligibles. Avec les avancées enregistrées par le Bureau central de coordination, le ministère des Finances compte accompagner cette institution pour parfaire ce processus d'accréditation afin de soutenir des projets nationaux et permettre à notre pays de pouvoir atteindre les 21 milliards de dollars américains dans le cadre de notre contribution déterminée au niveau national, engagement pris par notre pays à la sortie des accords de Paris. Nous espérons que le renforcement des capacités du BESECO afin de se conformer aux exigences du secrétariat du Fonds vert pour le climat en matière des manuels et procédures, des standards fiduciaires internationaux, de mise en place des normes environnementales et de sauvegarde sociale, des experts capables d'accompagner les promoteurs des projets et autres. Nous comptons sur la collaboration et l'accompagnement du ministère de l'Environnement dans le soutien des opérations du BESECO en vue d'atteindre les objectifs assignés dans le cadre du processus d'accréditation du mécanisme
du Fonds vert pour le climat? Je crois que le BCECO a pris l'option, avec la bénédiction du ministère des Finances et de l'Environnement, à pouvoir poser sa candidature. Mais pour poser cette candidature, nous avons fait une évaluation à l'interne par rapport aux exigences du Fonds vert. Et nous avons pensé que nous avons les atouts, nous avons l'expérience, nous avons les outils et nous avons les ressources pour pouvoir rencontrer les exigences. Et c'est pour cela que nous sommes dans ces processus. Et je pense que la réflexion a été mûrement pensée avant qu'on puisse s'y engager. Bon, il est avantageux pour la RDC de se tourner vers le financement vert de façon générale, du fait que nous avons les atouts que les autres n'ont pas. Il y a des gens qui cherchent même les atouts que nous avons pour qu'ils mobilisent. Mais nous avons les atouts qui peuvent mobiliser. Quels sont ces atouts? Ces atouts-là, c'est là ce que j'ai dit. En principe, nous commençons par les ressources en eau qui amènent les projets hydroélectriques que les autres n'ont pas. Nous avons le problème de la leadership dans le RED+, qui viennent d'être renforcés par les tourbières aujourd'hui. Et ces atouts-là que les autres n'ont pas. Je vous dis que lorsque les Norvégiens avaient donné 1 milliard à l'époque en Indonésie, parce qu'on avait trouvé seulement quelques carrés de tourbières, ça les a aidés maintenant de faire beaucoup d'investissements. Mais nous, ce qu'on a trouvé, c'est au-delà de tout ça. Donc ce sont des atouts que les autres n'ont pas. Nous avons également l'ensoleillement du pays. Ça peut nous aider à développer facilement des projets des énergies solaires, comme l'Inde, comme la Chine. Et ça peut nous placer dans une bonne position au niveau même de la région, parce que l'équateur nous traverse. Et nous avons également des projets, comme je peux dire, au niveau de l'espace lui-même. On a un territoire vaste, très vaste. Moi, j'ai toujours regretté lorsque je passe à l'intérieur, par exemple, je vois tous ces espaces-là. J'ai dit, mais les autres cherchent des espaces, mais nous, on en a. Et enfin, j'ai atterri parce que je suis en train de lancer un appel aux experts qui sont dans le même domaine que moi, même si moi je suis dans la finance climatique, que le système international, certaines fois, lance des concepts, mais ce n'est pas au hasard. Ils ont lancé beaucoup de concepts, je peux vous citer certains. Je suis un ancien de la Banque mondiale. Lorsque j'ai intégré la Banque mondiale à partir de Washington pour Kinshasa, pour venir travailler en Afrique centrale, c'était les post-conflict countries. Ils avaient lancé ces concepts-là pour effectivement envoyer l'argent dans ces régions et commencer à faire sortir certains pays de cette pauvreté. Et aujourd'hui, les concepts qui viennent d'être lancés, le dernier poumon de l'humanité, mais si nous ne savons pas capitaliser ça, on aura raté la passe qu'on vient de nous accorder. Nous devons mettre en place une diplomatie verte. C'est important, il est temps qu'on le fasse. Nous devons organiser des grandes réunions interinstitutionnelles sur les priorités dans le secteur de mobilisation de finances climatiques. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensent, sur le marché, sur le plan international, la finance climatique prend des ampleurs que les gens ne savent pas voir. Ça me surprend. Lorsque je parle avec certains amis chercheurs, et je leur dis qu'écoutez, les Congolais ont un budget de 5 milliards. Ils disent, mais vous n'allez rien faire. Alors que les autres ont des 100 000 milliards de banques qui cherchent à qui prêter. Vous avez tous ces atouts-là, mais vous ne savez pas mobiliser. Une autre information, c'est la 15e réunion de la Convention sur la diversité biologique. Protéger la diversité biologique et gérer durablement les ressources naturelles à l'heure où les hommes dévastent la planète. La Convention sur la biodiversité a commencé lundi 24 février 2020 à examiner un plan d'action d'ici à 2050. Initialement prévu en Chine, qui accueillera en octobre prochain la 15e réunion de la Convention de l'ONU sur la diversité biologique. Les négociations de février ont donc été délocalisées à Rome en raison de l'épidémie des coronavirus, comme vous le savez d'ailleurs. Les négociateurs de plus de 140 pays examinent donc jusqu'à samedi la première ébauche du texte qui doit être appliqué. D'ailleurs adopté d'abord avant d'être appliqué à la COP 15, avec l'espoir bien sûr de déboucher sur un succès similaire à l'accord de Paris pour le climat
en 2015. La délégation, disons la dégradation de la nature est d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de l'humanité, ainsi a rappelé vendredi Anne Larigauderie, secrétaire exécutive de l'IPBES. Le bilan des experts en biodiversité de l'ONU est glaçant. 75% des terres et 66% des mers ont été modifiées par les activités humaines. 1 million d'espèces sont en danger de disparition et cette dégradation des écosystèmes menace le genre humain qui en dépend pour l'air, pour l'eau potable et pour la nourriture. 2020, avec la tenue de la COP 15, c'est-à-dire la Convention sur la diversité biologique du Congrès mondial de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, à Marseille, et de la COP 26 pour le climat à Glasgow, et donc une super année pour la diversité biologique. C'est ce qu'a souligné Elisabeth Maruma, secrétaire générale de la Convention sur la biodiversité à l'ouverture des négociations lundi, qui a souligné l'importance de faire donc des progrès dès cette semaine en ce qui concerne cette convention sur la diversité biologique. Nous allons terminer cette émission avec la rubrique événements à venir. Quels sont les grands faits qui vont faire l'actualité environnementale à travers le monde? Nous faisons donc appel à Jocelyn Baba pour nous donner la quintessence de cette rubrique, les événements à venir. Du 24 au 29 février 2020, il va se tenir la deuxième réunion du groupe de travail à composition non limitée sur le cadre mondial pour la biodiversité après 2020 à Kunming en Chine. Les 1er et les 2 mars 2020, Kunming en Chine va accueillir la consultation thématique sur le renforcement des capacités et la coopération technique et scientifique pour le cadre mondial pour la biodiversité après 2020. Le 6 mars 2020, c'est la réunion du GTCC pour la validation du guide de surveillance des forêts et d'inventaire forestier à Douala au Cameroun en partenariat avec la Comifac. Du 9 au 13 mars 2020 se tiendra l'Africa Climate Week 2020 à Kampala en Ouganda. Le 11 mars 2020, réunion du SGAPFS pour la validation du guide de gestion collaborative des aires protégées transfrontalières à Douala au Cameroun en partenariat avec la Comifac. Du 17 au 20 mars 2020, Montréal au Canada accueillera le groupe spécial d'experts techniques sur l'information sur les séquences numériques des ressources génétiques. Du 18 au 20 mars 2020, ce sera le symposium biodiversité végétale et le développement durable à Cotonou au Bénin. Le 23 et 24 mars 2020 se tiendra le 3e Think Tank ATIBT 2020 à Douala au Cameroun. Enfin, du 31 mars au 3 avril 2020 aura lieu la 19e édition du forum Air-Afrique consacré à l'eau et l'énergie en Afrique, Lyon, France. Édition placée sous les signes du partenariat inter-entreprises et des innovations technologiques dans le domaine de la transition énergétique en Afrique. Voilà, Madame, Monsieur, c'est par cette rubrique événements à venir que nous allons boucler cette émission RDC Environnement. Nous reviendrons la semaine prochaine pour d'autres informations qui concernent l'environnement. Mais comme nous le disons toujours, nous devons protéger chacun de nous en ce qui les concerne, protéger notre environnement, bien gérer nos ressources, parce que c'est de ces ressources que dépendent en tout cas nos vies. Et la biodiversité, comme nous venons de le dire, de la survie de la biodiversité d'autres espèces dépend également la survie de l'être humain. Et donc, nous devons protéger tout être humain sur cette planète Terre.
Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Fanfan Makitou, à Peter Loma Jessa. Merci à Christian Kinina et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra, comme nous l'avions dit tantôt, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.